Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on s'intéresse à l'état de santé des entreprises et de leurs entrepreneurs. Les reprises, les fermetures d'entreprises, on va en parler dans quelques instants avec Philippe Crouzet, il est le président d'Initiative France, avec une étude très détaillée justement sur l'état de santé de nos entreprises ici en France. Le cercle RH, l'IA et l'emploi. Ce sujet est sur toutes les lèvres, augmenté ou remplacé. On va revenir dans notre débat d'actu aujourd'hui avec nos experts sur ce dossier. Peut-être l'avez-vous vu passer dans la presse, des colonnes du Monde notamment, l'étude de la COFAS, 5 millions de salariés menacés par l'IA. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? On va faire le point. Faut-il en avoir peur? Faut-il être inquiet? On en parlera avec nos experts et c'est le débat d'actu dans quelques instants. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job pour prendre le pouls des entreprises, de nos entrepreneurs, des créations, des reprises d'entreprises. Avec nous, Philippe Crouzet. Bonjour Philippe. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes le président d'Initiative France, alors, qui est une association, qui est une structure associative qui accompagne, alors combien, 25 000 25 000 projets par an, même un peu plus. 25 000 ouais. C'est colossal. C'est important, effectivement. Mais c'est un grand réseau. C'est un réseau national. Nous avons plus de 200 associations, plus de 1200 salariés, 25 000 bénévoles qui accompagnent les créateurs d'entreprises et les porteurs de projets. Bénévoles, donc des chefs d'entreprise qui donnent de leur temps. Vous en faites partie. Je précise que vous avez été le président de Valourec. Oui, c'est même pas une petite entreprise. Et puis là, vous rendez et vous consacrez du temps à cette structure. Vous avez décidé de porter une étude, vous et votre réseau. Qu'est-ce qu'il ressort de l'état de santé de nos entreprises dans le contexte économique dans lequel nous sommes? Oui, alors c'est une étude qui est effectivement importante puisqu'elle a porté sur plus de 1700 entrepreneurs que Initiative France, que notre réseau a accompagnés dans leur démarche de création d'entreprise. On l'a fait chaque année, ça permet de mesurer l'évolution, je dirais, du moral des troupes, de vérifier aussi les évolutions de tendance. Alors ce qui est assez frappant, c'est l'état d'esprit dans lequel sont aujourd'hui les créateurs d'entreprises. Donc ce sont encore une fois des porteurs de projets qui ont déjà créé leur entreprise et on vient les interroger 1, 2, 3, 4, 5 ans après leur création. Et on commence toujours par leur demander qu'est-ce qui vous a conduit à avoir le projet de créer une entreprise et est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Et alors, pas mal. Alors voilà, c'est des questions assez basiques. Alors sur la première, il n'y a pas de changement, mais je crois que ça vaut la peine de le souligner. En fait, la motivation principale d'un porteur de projet ou d'une porteuse de projet, puisque nous avons 44% de porteurs de projets qui sont des femmes, c'est vraiment l'indépendance. C'est-à-dire c'est un projet qualitatif, c'est pas un projet quantitatif. La motivation de gagner plus d'argent vient indépendance versus liberté. Voilà, indépendance, liberté, maîtrise de son temps, recherche d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et ça c'est très significatif. Et donc cette tendance-là, ce côté très positif dans la démarche de création d'entreprise, on ne fait pas ça par dépit ou par insatisfaction ou frustration, on fait parce qu'on a envie de porter un projet souvent avec des valeurs, je vous le dirai aussi d'ailleurs. Et donc ça, c'est une tendance qui est bien consolidée. Sur les valeurs, 62% des personnes interrogées déclarent avoir pris conscience en tout cas de l'impact écologique. Ça c'est intéressant parce que ce n'est pas des multinationales. C'est non, absolument. Qui créent des PME, des TPE. Et alors notre réseau les accompagne dans la construction du projet. On arrive en général après d'autres qui les ont aidés à dégrossir le projet. Nous, on valide ce projet. On fait passer ce projet après devant des comités d'agrément, exactement comme dans une banque, sauf que nos comités sont composés de bénévoles qui viennent du monde de l'industrie, de la finance, des experts comptables, des professionnels, et qui attribuent ou pas un prêt à taux zéro, et un prêt significatif qui constitue en quelque sorte l'apport personnel ou un complément d'apport personnel pour ces porteurs de projet. Philippe Crouzet, le temps passe très très vite et je m'en excuse. 42% de ceux qui ont été interrogés citent la charge mentale comme précisément l'une de leurs principales difficultés quotidiennes. Alors ça c'est intéressant parce que ce mot, d'abord, charge mentale, santé mentale, c'est des mots très récents dans le vocabulaire. Vous qui avez piloté des entreprises depuis longtemps, c'est quand même l'item le plus important, 42%. Oui, c'est le plus important, mais un peu plus loin dans la liste, vous en trouvez un autre qui est la solitude. Et là, il n'y a que 17%. C'est-à-dire dans les porteurs de projets que nous accompagnons, en fait, ils ont bien le sentiment
d'avoir derrière eux un réseau, des gens à qui ils peuvent faire appel. Maintenant, la charge mentale, elle existe pour tous les chefs d'entreprise, je peux en témoigner. C'est la pression, je l'ai été, c'est le stress. la pression, mais c'est aussi pour nous un challenge d'essayer de faire en sorte que cette pression ne soit pas trop forte et d'être là en tout cas à des moments clés dans la vie de ces chefs de projet, ces porteurs de projet, pour les aider lorsque la charge devient trop lourde. On a parlé de l'écologie, on voit la prise de conscience citoyenne, parce qu'il y a aussi des jeunes entrepreneurs qui sont connectés à ce monde d'aujourd'hui et de demain. Et on voit aussi, et ça c'est intéressant, des chiffres en hausse de reprise d'entreprise. Je voudrais qu'on fasse un petit focus, parce qu'il y a ceux qui créent ex nihilo, puis il y a ceux qui reprennent, et ça cartonne. Hein. Oui, alors ça c'est une tendance lourde. Je dirais qu'il y a à la fois des aspects conjoncturels, on a quand même un certain nombre d'entreprises qui ont du mal à sortir de la période post-Covid, mal à rembourser les PGE, des choses comme ça, mais ce qui est surtout maintenant clair, c'est qu'on est engagé dans le changement structurel, c'est-à-dire devant nous, nous savons, des études de l'INSEE et de BPI France l'ont confirmé, qu'il y aura près de 400 000 entreprises qui vont changer de propriétaire dans les 5 ans qui viennent, simplement par un effet démographique. Et donc, voilà, c'est la pyramide des âges. Alors, pour nous, les reprises d'entreprises, c'est un challenge un peu différent que l'accompagnement d'un porteur de projet ex nihilo. D'abord, la dimension du projet est en général plus importante en termes de financement. Oui. Donc, il faut mobiliser plus d'argent. Donc, il faut quand même s'assurer encore plus fortement et plus en détail. Et le management, je m'autorise. Exactement. On va gérer des équipes. Absolument. Et la grande inquiétude, ça, c'est un élément de la charge mentale qui nous est souvent mentionné. Lors d'une reprise, c'est le personnel qu'on va trouver dans l'entreprise. Est-ce qu'on va s'entendre avec lui? Comme ce sont des petites entreprises, la relation humaine est extrêmement importante. Bien sûr. Donc ça, sur tous ces éléments-là, le fait que nous ayons tous ces dizaines de milliers de bénévoles qui accompagnent les porteurs de projets, ça aide à partager ce genre d'inquiétude. Donc, avant de nous quitter, l'IA, puisqu'on va évoquer les menaces qui pèsent sur l'emploi salarié de l'IA, c'est le débat d'actu. Ils en disent quoi? Parce qu'ils sont interrogés sur l'IA. Absolument. Et ils s'en servent. On les a interrogés pour la première fois. Alors, à notre grande surprise, je dois dire, pratiquement les 2/3 des porteurs de projets l'utilisent. Alors, ils l'utilisent, ils l'assument, et ils l'assument d'abord, et pour le moment c'est une limite, pour alléger les charges administratives. En clair, qui est un des sujets d'inquiétude croissant, d'ailleurs très nettement croissant, qui apparaît dans l'enquête. Oui, donc, on voit bien que l'IA aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fait pas peur à ces porteurs de petits projets. Donc là, le risque n'est pas de supprimer des emplois, puisque les entreprises que nous accompagnons... C'est du gain de temps dans leur cas. C'est du gain de temps, c'est du gain d'efficacité, c'est un effet de levier, en réalité, dans leur démarche. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être plus fin pour essayer que l'IA les aide non seulement à faire face à la charge administrative qui est très importante dans notre pays, comme nous le savons, mais aussi à améliorer leurs projets, à le rendre plus efficace, à mieux toucher les clients, etc. Merci Philippe Crouzet d'être venu nous rendre visite. C'est une étude intéressante dans laquelle d'ailleurs il y a un nouvel item qui est la question posée sur l'IA. Absolument. Il y a 5 ans. Absolument. Même l'année dernière, on l'a posé. Ce qui est quand même objectivement assez vertigineux. Les choses vont tellement vite qu'on rajoute des items parce que l'IA est arrivée dans la vie des entrepreneurs. Merci. Cette étude à découvrir évidemment sur le site d'Initiative France. Étude très détaillée sur... la couleur, l'état d'esprit, l'engagement de nos entrepreneurs et le moral. L'optimisme qui reste quand même la valeur première et l'état d'esprit principal de nos entrepreneurs. Légère baisse sur 5 ans de la création d'entreprises, mais on est quand même sur un trend qui quand même... Oui, légère baisse des créations, mais forte montée des reprises. Des reprises, c'est ce qu'on évoquait. Merci Philippe Crouzet de nous avoir rendu visite. On s'intéresse à l'IA. C'est le débat d'actu. Ce rapport de la COFAS, cette étude de la COFAS, indique que 5 millions de Français seraient menacés, vont être menacés, je pèse mes mots, justement à cause de l'IA générative. Qu'en est-il exactement? Que peut-on faire? On en parle avec nos experts et c'est le débat d'actu. Le Cercle RH, notre débat d'actu pour s'intéresser à un sujet que vous avez vu passer dans l'actualité, ce rapport de la COFAS qui a été relayé d'ailleurs dans les colonnes du Monde notamment, rapport de la COFAS qui indique que 5 millions de salariés sont menacés par l'IA, qui est évidemment une situation extrêmement inquiétante. Un salarié sur 6, ça représente un volume colossal de collaborateurs et de salariés. Forcément, ça génère de l'inquiétude. D'abord, que dit cette étude? On va en parler avec nos experts.
Et puis d'une manière un petit peu positive, si on peut l'être, est-ce qu'il y a des possibilités de pouvoir transformer, accompagner ces collaborateurs pour les laisser dans l'entreprise, ou est-ce quelque part une révolution, une nouvelle révolution qui va décapiter l'entreprise? On en parle avec mes invités. Franck Morel est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Avocat en droit social, vous êtes un expert des sujets de travail, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Et vous vous êtes penché sur ce sujet de l'IA en particulier. On vous écoutera parce que est-ce qu'il faut être optimiste, inquiet, pessimiste? On vous posera la question. Puis Laurent Capelletti est avec nous. Bonjour Laurent, chercheur au CNAM. Vous étiez venu nous parler de la rupture conventionnelle sur laquelle on avait débattu ardemment. On va vous écouter dans quelques instants parce qu'il y a l'enjeu aussi, certains évoquent déjà, le revenu universel. Ah oui. Cette question, elle est sous-jacente. 5 millions de salariés touchés, c'est compliqué. Et puis nous sommes avec quelqu'un dont le nom est évocateur, parce qu'on voulait quelqu'un qui soit enthousiaste. Parce que ce rapport de la COFAS, quand il nous tombe sur la tête, Étienne Lecoeur est avec nous. Bonjour Étienne. Bonjour messieurs, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Étienne d'être avec nous et d'avoir pris le temps de vous dégager un petit peu de temps. Vous êtes le cofondateur de Les Enthousiastes et vous allez dans les entreprises, vous allez aussi expliquer, rassurer, faire de la pédagogie. Tiens, je commence par vous. Vous appelez les enthousiastes quand vous avez ouvert Le Monde et que vous avez vu cet article du Monde sur la COFAS qui parle de 5 millions d'emplois menacés en France d'ici 2 à 5 ans. Vous qui portez l'enthousiasme autour de l'IA, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Alors, on porte l'enthousiasme, enfin on traduit l'enthousiasme ou la crainte de celles et ceux qui veulent bien témoigner dans le cadre de nos études. C'est plutôt ça la réalité, plutôt que de se positionner comme le fer de lance de l'enthousiasme. Non, nous, juste pour rappeler à vos téléspectateurs et à vos invités sur le plateau, chaque année, on mène donc depuis 2 ans, cette année, une étude qui s'appelle Trends of AI qui observe quel est le niveau d'adoption des outils et des technologies IA dans 8 verticales métiers structurants d'entreprise. Donc c'est une étude nationale qui vraiment propose une clé de lecture très pragmatique et opérationnelle. Et donc on n'est pas là pour se voiler la face ou essayer de créer des discours. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Monsieur Crouzet, votre précédent intervenant, qui parlait de l'étude Initiative France, et ça me faisait penser qu'il y avait des similitudes. Lui parlait d'optimisme des déclarants, qui étaient plutôt des représentants, enfin des salariés de petites structures. Nous, on n'observe pas un enthousiasme transcendantal des 350 déclarants de notre étude, qui sont pour la plupart des cadres dirigeants, des membres de COMEX d'entreprises de type ETI ou grand compte. C'est là qu'on se positionne sur le terrain de notre étude. C'est pas un enthousiasme. Il y a une donnée que je voulais vous partager juste pour lancer les débats, parce que je trouve qu'elle est peut-être intéressante pour nos auditeurs et les experts sur le plateau. Quel est, selon les déclarants, le taux d'automatisation des tâches qu'ils réalisent au quotidien, donc parmi les 8 fonctions, RH, finance, IT, achat, relations clients, marketing, supply chain, de manière déclarative, quelle est selon eux la proportion de leurs tâches du quotidien aujourd'hui qui sera automatisée à horizon 3 ans? Ça, c'est ce qui est dit dans notre étude déclarative. Et en moyenne, selon ces différents métiers, c'est entre 13 et 17% des tâches qui seront automatisées dans les 3 ans. D'accord. Ça répond partiellement à la question de la COFAS. Le retour du terrain est important à observer, parce que là, c'est vraiment du retour terrain. Et je terminerai avec un dernier mot, une autre data. Quel est le niveau de résistance de ces différents postes quant à l'adoption de l'IA? Donc, les mêmes sondés, Eh bien, figurez-vous que leur résistance, elle est assez faible. On va être à 10% de résistance dans les métiers du marketing, beaucoup plus importante dans les métiers de l'IT, par exemple, où on est plutôt à hauteur de 30%. Donc voilà, pour lancer puisque vous me passez la parole, cher Arnaud, je voulais mettre ces données-là sur la table pour cette conversation. Franck Morel, on a une étude des enthousiastes qui dit d'ailleurs qu'ils ne sont pas toujours enthousiastes, mais aussi clairvoyants, pour tordre le cou. Quand vous avez vu cette étude de la COFAS, vous vous êtes penché dessus, vous vous êtes dit, c'est la marche de l'histoire, c'est la marche logique. On voit des entreprises américaines qui, de manière radicale, disent nous, on va couper 50% de nos effectifs parce qu'il n'y a pas d'issue. On est dans une marche de l'histoire, comme la révolution industrielle a fait basculer l'école bleue. On est dans une révolution qui fera basculer l'école blanc. Oui, mais. Pourquoi oui, mais je pense qu'il faut garder la tête froide. L'étude de la COFAS n'est pas la première sur le sujet. Il y a eu plusieurs études sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Oui. Et la réalité, c'est que je crois qu'il faut garder beaucoup d'humilité par rapport à une situation pour laquelle l'exercice de prévision paraît compliqué.
Donc moi j'ai envie d'adopter une posture qui est une posture empreinte de ce que j'appellerais le pari de Pascal. On a deux possibilités. Soit on se met tous à pleurer en disant c'est affreux, l'IA va tuer X emplois, et puis on regarde les trains passer. C'est ce que nous dit la COFAS. Et on subit. Soit on considère qu'il y a beaucoup de choses positives à en tirer en termes de gains de productivité, en termes de modification des emplois, parce qu'effectivement, il faut faire la part des choses entre les emplois qui vont être détruits et ceux qui vont être impactés, modifiés dans leur contenu. On parlait... L'emploi restera, mais il y a un bloc qui disparaît. Exactement. Tout à l'heure, le monsieur qui s'exprimait juste avant parlait de tâches. Étienne, pardon. Parlait de tâches, évoquait un pourcentage de tâches substituables par l'IA. Et donc des tâches, c'est un contenu d'emploi, c'est pas la totalité d'emploi. Alors il faut évidemment pas mésestimer l'impact sur l'emploi, mais il faut aussi, je pense, garder la tête froide et puis se mettre en mode plan d'action. Mode plan d'action avec un certain nombre de points de repère. C'est quoi les points de repère ? 1, réactivité. On voit bien que ça va très vite et que donc les organisations doivent réagir extrêmement rapidement en mobilisant formation, c'est-à-dire être capable d'apprendre à l'utilisation de l'IA, d'apprendre... L'Oréal, qui apprend le prompt à tous les salariés. Par exemple, le prompt, mais aussi l'utilisation, effectivement, dans les jobs et l'organisation du travail des différents emplois, de formation. Effectivement, ça veut dire qu'on va devoir, comme dans d'autres révolutions industrielles, mobiliser la formation. Et puis 3, je crois, dialogue social et dialogue en général sur l'organisation de l'entreprise et l'organisation des métiers dans l'entreprise. C'est pas la première révolution industrielle. Alors c'est vrai que celle-ci, à la différence de précédentes révolutions, elle touche les cols blancs, alors que beaucoup des révolutions industrielles précédentes les cols bleus. Oui. Mais rappelons-nous, par exemple, sans aller jusqu'à l'impact très fort de l'IA, ce qu'on entendait il y a quelques années, il y a déjà un certain temps, mais au moment où sont arrivés les mails, les emails. On nous disait, mais c'est affreux, on va plus pouvoir avoir la main sur la communication. La Poste a perdu 1 000 emplois. Exactement, ça a impacté, effectivement les communications, mais ça a été accompagné. Ça a été organisé. Et je dirais, le seul choix qu'on a devant nous, si on veut positiver pour tout le monde, c'est de se préparer et d'accompagner ça le mieux possible. Donc on garde la tête froide, nous dit l'expert Franck Morel. On se prépare, on se met en mode bataille. Moi je vois les activités juridiques, les éditions, les programmes et conseils. Les conseils, donc ce sont les boîtes de conseils, les services d'information, les programmations et les diffusions, l'assurance, les services financiers, la télécommunication, les administrations publiques et la défense. Bon, et on termine pareil à 24% toujours dans cette étude, activités auxiliaires des services financiers et d'assurance. Tous ceux-là sont impactés. Vous, Laurent Capelletti, qui avez un regard de chercheur, on garde la tête froide, on se met en mode bataille, on commence déjà à anticiper que sur les 5 millions de salariés impactés, on va en avoir à 2,5 millions à gérer, comme un stock de salariés dont on va avoir une difficulté de reconversion. Alors en gros, il faut, je crois que si on résumait, il faut manager tout ça. Voilà. À partir du moment où c'est bien managé, il suffit de regarder l'histoire. Alors là, on dit oui, mais par rapport à l'informatique, ça va impacter les professions intellectuelles. Mais quand l'informatique est arrivée, ça a impacté les professions intellectuelles. C'est quoi ça? C'est pas nouveau. C'est vrai. Aristote, quand on a inventé l'écriture, vous voyez, Aristote. C'était un grand intellectuel. Et en fait, il s'est révolté en disant mais ça va faire disparaître les philosophes parce qu'il y avait une tradition d'oralité. D'oralité et non pas d'écrit. Est-ce que les philosophes ont disparu? Pas du tout. En fait, ils ont procédé différemment. Donc là, on est exactement dans le vieux débat de l'interaction homme-machine. Voilà. Et l'interaction homme-machine, ça montre quoi? Ça montre que, comme Solow, le grand chercheur prix Nobel, le paradoxe de Solow, l'avait écrit dans les années 70-80, il disait, mais je comprends pas, avec l'informatique, on me promettait des gains de productivité gigantesques, mais je les vois pas dans les statistiques. Où sont-ils? Voilà. Avec l'IA, ça va être exactement la même chose. On fait un papier l'an dernier dans Les Échos avec mon collègue Nicolas Berland de Paris-Dauphine, sur le fait que la digitalisation était empêtrée dans le taylorisme. C'est-à-dire que si on fait mal la digitalisation, bien sûr. Si on fait mal l'IAisation, c'est-à-dire si on le fait de façon taylorienne, en séparant, en séquençant, en isolant, ça va créer des coûts cachés bien plus supérieurs aux gains de productivité. Il faut de l'efficacité par ailleurs sur ce sujet, parce que exactement. Sinon c'est un bazar sans nom. Deuxième exemple, quels sont les pays où le chômage est le plus bas? C'est les pays les plus robotisés et IAisés. Voilà. Japon, États-Unis, Corée, Allemagne. Pourquoi? Pays vieillissants par ailleurs. Parce que, alors après, vous avez parfaitement raison, ça pose la question du management de la transition. Oui, effectivement, à partir du moment où on va supprimer une tâche, la grande question c'est
est-ce que l'accompagnement des carrières, on la remplace bien sûr. Par quoi? Juste quand même, Axel Arquier, qui est co-autrice, la COFAS le fait avec l'OEM. L'OEM, c'est l'Observatoire des emplois menacés. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, elle dit c'est une catastrophe sociale causée par l'IA. Elle fait partie des scénarios possibles. Et je rajoute le mot social. Je termine ça. Sur les enquêtes COFAS de ce type-là, on joue à comme sur peur. Les enquêtes, au contraire, très dithyrambiques, elles sont en statique, en fait. Et c'est ça qui ne va pas, si je puis me permettre de critiquer mes collègues. Donc, effectivement, statiquement, si on ne fait rien, on va se dire, catastrophe. Mais en dynamique, mais non, on peut l'éviter. Et inversement, quand on dit il va y avoir des gains de productivité extraordinaires. De la même manière, c'est pas vrai. Statique, pas tout à fait vrai. Mais si c'est mal managé, pas du tout. Mais je vais vous prendre un exemple concret de. Parce qu'il y a des centaines de salariés qui nous regardent là. Bien sûr. Qui se disent, de la manière dont on peut prendre en compte l'impact de l'IA sur des emplois d'analyse, fondés sur l'analyse. Bon. Les emplois fondés sur l'analyse, notamment dans les métiers juridiques, par exemple, ça va plus vite l'IA. L'IA va permettre sans doute de gagner du temps sur les tâches de premier niveau. C'est-à-dire de premier niveau d'analyse. Donc les juniors, ceux qu'on embauche. Ce qu'on appelle les juniors, effectivement. Et donc sur ces tâches-là, la substituabilité, entre guillemets, est plus forte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir repenser entre la formation initiale et l'arrivée dans l'organisation, la manière dont est organisé ce continuum. Parce que Franck, vous nous dites en creux que ces jeunes qui sortent d'école, souvent bien diplômés, n'accéderont pas à des postes de juniors dans le conseil parce que ça sera fait par l'IA. Ça veut dire qu'on va leur demander autre chose. Voilà. Ça veut dire qu'on ne va pas leur demander le même type de tâches que ceux qu'on leur demande de faire aujourd'hui, où on leur demande de faire un premier niveau d'analyse avec une valeur ajoutée sur le geste d'analyse plus poussé, qui est plus faible. Et donc, il va falloir monter en compétences, et c'est aussi un niveau d'exigence qui est plus fort. Et donc, c'est un challenge pour tout le monde, et ça peut être positif pour tout le monde, dans la manière dont on l'aborde, effectivement. Ça veut dire qu'il va falloir monter en compétences sur le niveau d'analyse, et sur le petit plus, si vous me permettez l'expression, que la personne humaine peut apporter par rapport à une analyse faite par l'intelligence artificielle. Moustapha, donc ça peut avoir des effets quantitatifs, bien sûr, dans un premier temps, parce qu'on avait 10 juniors, on n'en a plus que 8 ou 7, ou 5 effectivement, mais en même temps, et comme vous l'avez dit, il faut raisonner en dynamique, parce que si parallèlement, on accompagne le mouvement dans la formation avant d'arriver et dans l'organisation interne. Parce que dans l'organisation, on va intégrer dans l'organisation interne. Ça échappe à l'entreprise, Franck Morel, ça échappe à l'entreprise. C'est-à-dire que le modèle éducatif doit aussi repenser la manière dont il fait rentrer ses étudiants. Ça interpelle toute une série d'acteurs, effectivement. Ça interpelle l'entreprise pour l'organisation interne, mais ça interpelle aussi les pouvoirs publics, effectivement, pour ce que j'appelle d'une certaine manière la GPEC de la nation. Exactement. C'est-à-dire organiser la gestion prévisionnelle de l'ensemble des étudiants de la nation avec la formation initiale et avec la formation continue. Débat passionnant, le temps presse, j'en suis absolument désolé. Moustapha Souleiman, patron de Microsoft AI, dit que la plupart, sinon toutes les tâches pourront être remplacées par l'IA. Alors j'évoquais tout à l'heure le début de ceux qui vendent de l'IA et qui nous expliquent évidemment qu'il n'y a plus d'autre issue. Vous nous dites qu'il faut faire de la gestion, faire du management, mais il y a un caractère inéluctable quand même à cet outil, ou est-ce qu'on joue à se faire peur? Est-ce qu'on est en train de survendre l'outil? Chacun défend son fonds de commerce. Alors, il y a le fonds de commerce de l'IA magique, il y a le fonds de commerce de l'IA dépressive. Voilà. En réalité, l'interaction homme-machine, en interne, c'est managé, mais il y a toujours une externalité, c'est-à-dire que l'analyse en fait de l'avocat, il aura fait plus vite grâce à l'IA. Il y a bien un moment donné, il faut l'expliquer au client. Il y a bien un moment donné où lui-même, d'ailleurs, l'avocat, il doit comprendre ce que lui dit l'IA, ce qui veut dire qu'il doit avoir un niveau de formation et de connaissance. Juste, Étienne, j'entends que vous piaffez, vous faites bouger votre stylo pour vous faire remarquer. Ça y est, et c'est pas de l'IA, ça c'est du réel. Vous vouliez intervenir rapidement? Ouais, très brièvement, merci, parce que je trouve les conversations super éclairantes et puis les références très inspirantes, des philosophes ou autres. Non, juste très brièvement, on n'a pas vraiment parlé d'agentique. Or, l'agentique, quand on parle de management, c'est aussi un sujet qui est assez intéressant à observer, puisqu'en fait, on rentre l'humain dans les processus décisionnels de l'IA. Parce que l'agentique, c'est quoi? Ce sont des agents qui vont interopérer, et à un moment donné, il y a un sujet de gouvernance, il va falloir décider qui prend la décision au final, et finalement, si le fruit de cette décision arrivait au grand jour devant un tribunal, puisqu'on évoque le cadre judiciaire, est-ce que je serais à l'aise avec cette décision pour pouvoir la défendre? Si oui, je donne la consigne à l'agent de faire telle ou telle démarche, sinon, mieux vaut m'abstenir. Donc ça, c'est un élément de management très court, des futures tâches avec les sujets de l'agentique. Et je termine, puisqu'on parlait des compétences.
développer votre esprit critique. Je crois que c'est vraiment là que va se situer les choses quand on parle à la jeunesse. Oui, ce qui évoque Laurent. J'écoutais, voilà, développer votre esprit critique. J'écoutais un professeur dont j'ai oublié le nom sur Internet qui disait « J'ai toujours détesté les mauvais élèves ». Ça sera le dernier mot. Développer votre esprit critique. Laurent Capelletti, Franck Morel, avec toutes mes excuses, parce que ce débat, on pouvait rester encore 2 heures, j'avais des milliers de questions. On reviendra, 2 jours. parce qu'on est au début, à mon avis, d'une réflexion plus globale sur la place de l'IA dans le monde du travail. Et j'aimerais bien d'ailleurs le traiter sous l'angle du dialogue social, parce que j'ai le sentiment que les partenaires sociaux sont un peu, à leur manière, dépassés par la technologie. Et ça, c'est un vrai sujet de démocratie sociale, sujet qu'on traite d'ailleurs dans notre émission. Franck Morel, avocat en droit social, vous êtes un membre du BCG, je ne dis pas de bêtises. Non. Non, je suis expert à l'Institut Montaigne. À l'Institut Montaigne, Oui. bah voilà, il fallait le dire. Institut Montaigne, auteur de plusieurs ouvrages passionnants. Merci à vous, Laurent Capelletti, vous êtes chercheur au CNAM. Là, je ne me trompe pas d'institution. D'un côté, l'Institut Montaigne, de l'autre, le CNAM. Et je remercie Étienne Lecoeur, les enthousiastes, qui ont du recul, les enthousiastes. Merci à Nicolas Juchat, ils ont du recul. Merci à Nicolas Juchat, merci à toute l'équipe, merci à l'équipe de réalisation et au son. Et je vous dis à très bientôt, nous sommes en retard. Bye bye.